Bonjour à toutes et à tous, messieurs, dames. Je suis le Six, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai une question for you. Alors accroche-toi bien à ton fauteuil parce qu'il y a la coquette somme de 20 millions de dollars à gagner. Est-ce que tu connais cette musique? Évidemment, tu la connais, je pense, c'est un classique. Je me rappelle que la première fois que je l'avais entendue, je devais avoir 10 ans, et c'était la musique d'une publicité qui passait souvent à la télé et dans les cinémas. C'était pour une pub SFR. Cette pub m'avait trop marqué. Je l'adorais parce que je me rappelle, elle était quand même très perchée, visuellement, avec la musique. Bref. Et là tu te dis, mais il est fumé ou quoi? Pourquoi il nous parle d'SFR? J'y viens, mon salaud, j'y viens. Il y avait une autre version de cette pub avec notre Thierry Henry National qui passait également, avec la même musique, Mr. Blue Sky, mais chantée par quelqu'un d'autre. Une femme. Et cette version était encore mieux que l'original, je trouvais. Mais qui est l'interprète de cette musique incroyable? Vous l'avez dans le mille, Lily Allen. Voilà comment j'ai découvert cet artiste, avec cette musique. Lily Allen a bousculé la pop anglaise avec son franc-parler, son style unique et ses mélodies inoubliables. Dans les années 2000, Lily Allen était partout, provocante, brillante, imparfaite, une véritable icône de toute une génération. Mais comment la star la plus impertinente du Royaume-Uni est-elle tombée dans l'ombre? Aujourd'hui, on revient sur l'histoire de Lily Allen, la reine oubliée de la pop anglaise. On pourrait penser que la trajectoire d'une pop star naturelle est façonnée dès l'enfance, dans un cocon stable. Pour Lily Allen, ce n'était pas du tout le cas. Son histoire commence dans le tumulte, dans les contrastes, dans un mélange de privilèges culturels et un chaos familial. Dès le plus jeune âge, Lily Allen s'est construite dans les fissures. Lily Rose Allen voit le jour le 2 mai 1985 à Hammersmith, dans l'ouest de Londres, au sein d'une famille déjà du milieu artistique. Son père, Keith Allen, est acteur, comédien, animateur, et sa mère, Alison Owen, est productrice de films. Le cinage! Ça fait même pas 3 minutes de vidéo et je pars déjà en couille. Mais ce décor artistique ne se traduit pas automatiquement en stabilité. Quand Lily n'a que 4 ans, son père quitte le foyer familial, laissant une absence brutale dans la vie de ses enfants. Par la suite, Keith Allen vivra souvent à la marge, parfois proche, parfois distant, parfois absent, mais restera toujours une figure qui jettera une ombre sur l'adolescence de Lily. Vous l'aurez compris, c'est un homme bien, un père exemplaire. Et même moi, plus tard, quand je serai grand, j'aurai une grosse voiture et je ferai exactement comme lui. C'est comme ça qu'on fait, non? Lily, alors enfant, est parfois témoin de scènes que même beaucoup d'adultes auraient du mal à affronter. En parallèle, la vie de sa mère, Alison Owen, n'était pas épargnée par ses propres démons. Des épisodes de dépendance à l'alcool, des moments où Lily la retrouvait effondrée sur le sol, entourée de bouteilles vides. Ou encore que cette dernière, lorsqu'elle était ivre, pouvait hurler des insultes à Lily, lui dire de dégager, de ne plus jamais revenir. Oh là là! L'enfer, l'ambiance à la maison. Ces cicatrices affectives laissent de profondes traces. Lily grandit dans l'idée que l'amour, la stabilité, l'approbation ne sont pas garanties et que même à la lumière, il y a de l'obscurité. C'est beau ce que je viens de dire là. Lily, pour se réfugier de ce tumulte, décide dès son plus jeune âge de se réfugier dans la musique. Elle a appris le piano jusqu'au niveau 5, chanté dans des chœurs, joué du violon, de la guitare et même de la trompette. Et c'est également très tôt que Lily refuse la conformité scolaire. À l'adolescence, elle accumule les expulsions parce qu'elle buvait, fumait, ou je cite selon ses dires, faire des choses avec des garçons que je n'aurais pas dû. Elle aurait également déclaré dans la presse des années plus tard: je rejette l'idée de passer un tiers de ma vie à me préparer à travailler pour les 2 tiers restants. C'est ainsi qu'elle a décidé de quitter l'école à l'âge de 15 ans. De quitter l'école. C'est radical, c'est risqué, mais entre nous, bah, sa théorie tient la route quand même, hein. Toutefois, ne quittez pas l'école, les enfants, continuez à y aller. Le baccalauréat, c'est la vie! Trêve de sa perlipopétrie. À 14 ans, elle s'échappe pour aller vivre l'expérience du mondialement célèbre festival de Glastonbury, un moment symbolique qui marque à la fois sa passion et son désir de rupture avec le cadre imposé, tout en se disant « Un jour, moi aussi, je ferai ce festival ». Dans ses mémoires, elle n'hésite pas à raconter ses premières rencontres sexuelles
alors qu'elle était adolescente, avec des hommes plus âgés, des expériences décrites comme déroutantes, traumatisantes même. Elle évoque aussi un épisode où elle aurait fait sa première fois avec un jeune homme au Brésil, avec qui elle se serait enfuie de l'hôtel dans lequel elle résidait, avec son père et son frère, sans le dire à personne, déclenchant ainsi une panique familiale quand son père découvrit qu'elle manquait à l'appel. Bref, vous l'aurez compris, on est vraiment dans la crise d'adolescence pure et dure là. Mais Lily, en grande rebelle, ne se contente pas de subir. Elle tente néanmoins de canaliser cette colère, cette insécurité, grâce à la musique, toujours. C'est ainsi qu'elle commence petit à petit à trouver son ton. Directe, impertinente, vulnérable, provocatrice, la véritable signature de la rebelle pop. Et malgré le chaos et les blessures, Lily Allen ne s'est jamais laissée définir par son passé. Dans ses premières maquettes, elle parle d'amour raté, de frustration, du manque d'amour paternel et de la pression sociale. Dans cette enfance rebelle est née une voix singulière, insolente, honnête et profondément humaine. We've been doing it since way back in the day. I ain't Napa and Ibiza ain't the same thing. So what you saying? Car dans les années 2000, une chanson au sourire trompeur et un réseau social encore underground vont tout changer pour elle et propulser directement Lily Allen sur le devant de la scène. À la moitié des années 2000, la musique pop-rock britannique semblait saturée de visages formatés, de chanteurs et de groupes manufacturés par des labels tout-puissants, avec des artistes tels que Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Amy Winehouse, Dido ou encore Pete Doherty. Bon d'accord, je le dis si tu veux. Si tu veux en apprendre plus sur ce chanteur, j'ai fait une vidéo complète sur lui, alors va la voir si tu veux en apprendre plus. En vacances avec sa famille à Ibiza, c'est ici que Lily rencontre son premier manager, un certain George Lamb. En 2002, Lily utilise les relations de son père pour obtenir un contrat avec London Records, une filiale du label Warner Music. Finalement, elle quitte le label sans même sortir les quelques petites maquettes bricolées maison qu'elle avait déjà enregistrées. Cette dernière étudie donc l'horticulture afin de devenir floriste, mais au final elle se ravise et retourne à la musique. Et en 2005, grâce à ces petites maquettes, Lily signe un petit contrat chez Regal Recordings, un sous-label d'EMI. Lily reçoit 25 000 livres sterling pour la production d'un album. Mais le label, concentré sur d'autres plus gros artistes, ne se préoccupe pas vraiment de cette dernière et laisse limite tomber le projet quoi. En gros, bon courage à Thomas Grande, t'es pas notre priorité. Mais notre chère Lily n'a pas dit son dernier mot. Ainsi, plutôt que d'attendre que le label s'occupe d'elle, elle décide de se débrouiller toute seule, comme une grande. Elle crée donc un compte MySpace et commence à y publier ses maquettes. Et c'est là que tout va changer. MySpace, à l'époque, est le réseau social musical par excellence. Un espace où artistes et fans se parlent directement, sans aucun filtre. Lily publie des démos de chansons comme LDN ou encore Knock 'Em Out. Des versions démo, non mixées, mais pleines d'énergie, d'humour et de punchline. Et en quelques semaines, des milliers d'internautes s'abonnent à sa page. Son style mélange de ska, de reggae, de pop et de paroles sarcastiques sur les mecs, la fête et les faux semblants dans la société londonienne séduit un jeune... C'est relou ça. Je disais donc, séduit un public jeune et désabusé. Et un petit fun fact assez amusant, est qu'à un moment, son nombre d'abonnés MySpace a explosé au point que le site plantait à chaque fois qu'elle postait une chanson. Elle a cassé le site, tout simplement. Les médias s'en emparent, intrigués par cette fille sans single officiel, mais avec une fanbase organique de plusieurs milliers de personnes. Et devant ce succès inattendu, le label EMI se réveille. Enfin, l'album qu'ils avaient repoussé devient soudain une priorité. Tiens, quelle surprise! Les requins pourris de l'industrie musicale sortent enfin des abysses. Lily entre en studio avec un certain Greg Kurstin, un producteur américain qui deviendra ensuite l'un des plus prisés, convoités de la pop mondiale. Ce dernier travaillera plus tard avec Sia, Adele, Beck, etc. Ensemble, ils peaufinent les morceaux de Lily Allen sans toutefois lisser son ton provoquant. C'est en juillet 2006 que Lily Allen sortira son premier single mixé. Et quel single! Un premier pas officiel dans l'industrie musicale qui va littéralement tout dégommer sur son passage. Smile. Le morceau est bâti sur un sample de The Soul Brothers Free Soul. Et oui, c'est dingue, et je suis sûr que tu ne le savais pas ça. Mais le morceau Smile, de base, c'est un sample. Allez, je te mets la version originale, c'est cadeau.
C'est un hymne paradoxal, un rythme joyeux et ensoleillé, mais des paroles vengeresses sur la satisfaction de voir un ex souffrir. Ce contraste entre douceur et piquant devient la marque de fabrique de Lily Allen. La chanson atteint la première place du UK Single Charts en quelques jours seulement. C'est un carnage. Le clip, tourné dans les rues de Londres, la montre commandant à des voyous de se venger de son ex-petite amie, à la fois drôle, cynique et irrésistiblement british. Whenever you see me, you say that you want me back. Mais... Bah oui, tellement! Le grain de l'image, l'ambiance. Le réalisateur Guy Ritchie aurait tellement pu réaliser ce clip. Si vous voulez en apprendre plus sur ce réalisateur de légende qu'est Guy Ritchie, j'ai fait une vidéo YouTube sur lui et je vous invite à la voir si vous n'avez toujours pas vu. J'ai la dalle, j'ai besoin de bouffer, alors allez voir cette vidéo aussi. Ah, l'instant promo. Revenons à Lady Lily. Aussi surprenant que cela puisse paraître, grâce à MySpace, Smile ne s'est pas contenté de grimper dans les charts. Le morceau a littéralement changé la manière dont les labels percevaient Internet. Je m'explique. Pour la première fois, une artiste grand public avait bâti son succès sans passer par les canaux traditionnels. Lily Allen devient l'incarnation de l'artiste 2.0. Celle qui parle directement à ses fans, poste des photos de soirée, répond aux commentaires et partage des démos. Des journaux comme The Guardian ou NME parlent d'une révolution numérique. Je trouve ça tout simplement incroyable. La meuf a littéralement inventé le délire de percer grâce aux réseaux sociaux, avoir une grosse communauté numérique, interagir avec ses fans. C'est dingue. Aujourd'hui, c'est devenu, comment on dit, banal, classique. Je viens de sortir mon dernier single sur toutes les plateformes de streaming. Allez l'écouter en masse, l'ami. Faites-moi percer, s'il vous plaît. Faites-moi percer. Percer. L'un des mots qu'on entend le plus depuis 3 ans, je crois. J'en ai marre de ce mot à la con. Percer. Percer pourquoi, en fait? Alors dorénavant, pour les centaines de milliers de personnes qui me regardent... Je disais donc, pour les centaines de milliers de personnes qui me regardent, maintenant on ne dira plus le terme percer, mais faites-moi sortir de l'ombre. Je me suis emballé là, je raconte que de la merde. Je vous jure que je n'ai même pas écrit ça dans mon script. Madame Chazelle, j'ai menti aux Français. Quelle indignité. Lily Allen est donc sortie de l'ombre grâce aux réseaux sociaux. Une première au Royaume-Uni, voire dans le monde, si je puis dire. Et une anecdote hyper intéressante, mais hyper absurde à la fois, est que le label de Lily, EMI, paniqué par la vitesse de propagation du buzz, aurait demandé à Lily de fermer temporairement sa page MySpace pour que la communication puisse passer uniquement par le label. Et cette dernière refusa catégoriquement. Pour elle, cette proximité avec les fans faisait partie intégrante de son identité artistique. Mais tu m'étonnes! Les maisons de disques, qu'elles aillent bien toutes se faire foutre. Le 13 juillet 2006, Lily sort son premier album, All Right Still, porté par Smile, LDN ou encore Alfie. Oh, dearie me, my little brother's in his bedroom smoking. Now tell him he should get up 'cause it's nearly 3:30. Une chanson qui parle directement de son petit frère, qui n'est autre que Alfie Allen, notre copain Théon Greyjoy. Blague à part, j'adore cette chanson, elle donne trop la pêche, et le clip, il est génial aussi. L'album devient un succès critique et commercial. Plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Automatiquement, Lily est propulsée au rang de pop star internationale. Elle est invitée sur les plateaux de talk show américains et britanniques, tout en gardant cette image de fille du peuple qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Que ce soit sur la drogue, l'alcool et ses petits problèmes personnels avec ses substances, ou encore sur les politiques et les clichés sexistes de l'industrie musicale. Mais au-delà de la pop star, elle incarne un changement profond. Le passage d'un monde musical contrôlé par les majors à un écosystème où les artistes peuvent se fabriquer eux-mêmes une audience. Bien avant SoundCloud, avant YouTube, avant Instagram et avant TikTok, il y avait Lily Allen et MySpace. Propulsée au rang d'icône pop du jour au lendemain, Lily Allen découvre les coulisses d'une célébrité qu'elle n'avait pas vraiment cherché. La pression médiatique, les provocations et les excès entre francs-parler assumés, nuits londoniennes et polémiques à répétition, la jeune femme qui faisait rire et danser l'Angleterre va bientôt faire la une pour d'autres raisons. C'est le début d'une période où gloire, blessure et scandale vont marcher main dans la main, comme de vieux copains.
Après la sortie de son premier album All Right Still et le succès immédiat du single Smile, tout va très vite. Comme je viens de le dire, Lily enchaîne les plateaux télé, les concerts, les tournées. Dès 2007, elle monte sur la scène du Glastonbury Festival, remplaçant l'artiste Emilia qui avait annulé sa participation. J'adore. Et que j'arrive sur la scène de l'un des plus grands festivals du monde, capuche, canette de bière à la main. C'est punk, c'est provoquant, bien loin de l'image toute lisse d'une pop star comme on a l'habitude de voir à l'époque, ou bien même aujourd'hui. Elle y marque les esprits, prouvant que sa réputation de petite rebelle de la pop anglaise n'était pas usurpée. Cette prestation, couplée à son style vestimentaire atypique, robe de bal plus grosses trainers, et à ses textes malicieux, installe sa célébrité. Mais aussi son statut de pop Britannique provocatrice. Ah, Lily et la provoque. En 2008, Lily annule sa participation au festival de l'île de Wye, expliquant au promoteur John Giddings que son album prenait du retard. Giddings trouvait cette excuse peu crédible, mais a choisi toutefois de ne pas la poursuivre. Ou encore que peu après, des photos d'elle seins nus et d'autres d'elle ivres au festival de Cannes circulèrent largement dans la presse. Et allez, du pain béni pour les paparazzis et les tabloïds. Encore eux, ces enfoirés. Lors des Glamour Awards en 2008, elle fait encore parler d'elle. Elle était complètement bourrée et était également vêtue d'une robe avec un motif de Bambi décapité. Qu'est-ce que vous mangez ? En parallèle, la chanteuse entretient une relation avec Abe Simmons, un des membres du groupe The Chemical Brothers. Et malheureusement, la jeune chanteuse aurait fait une fausse couche au début de l'année. Et le couple se sépare peu de temps après. Ce qui influence grandement sa vie personnelle et professionnelle. Normal, tu me diras. Elle doit repousser la sortie de son deuxième album à cause de ses retards créatifs et évidemment de tous ses problèmes. On fait un petit saut dans le temps, le 9 février 2009, où Lily Allen sort enfin son deuxième album intitulé It's Not Me, It's You. Allen collabore à nouveau avec le producteur Greg Kurstin, déjà présent sur son premier album. Et l'album marque une orientation musicale bien différente. Beaucoup moins d'influence ska reggae que sur le premier disque, et davantage d'électropop, de touches jazz, électronique, par exemple avec cette chanson. Ou encore ce titre devenu cultissime. Avant d'être officiellement publié, le morceau est apparu sur le MySpace de Lily en 2008 sous le titre provisoire Guess Who Batman. Le morceau a été interpellé comme une attaque envers les politiques. Certains médias indiquent qu'au départ, Lily Allen le destinait à George W. Bush, dont les initiales GWB coïncident avec le titre. Par exemple, à un concert à Los Angeles en avril 2009, Lily Allen a déclaré que la chanson était About Bush. Et cela fera évidemment beaucoup de bruit. Cependant, Lily elle-même a signifié par la suite qu'elle avait élargi le sens de sa chanson. Elle n'est plus seulement une adresse personnelle, mais une critique de l'intolérance, de l'homophobie, du conservatisme étroit d'esprit. Avant d'être prioritairement politique, le morceau est aussi une provocation, un chant de révolte, rien qu'avec le titre en même temps tu me diras. Dans ce second album, Lily prend davantage de place, parle de sujets plus larges, la célébrité, la consommation, Dieu, la famille, ou encore cette chanson incroyable.
Fear évoque la célébrité, l'obsession de la consommation. Pendant l'écriture de cette vidéo, je me suis évidemment refait toute la discographie de la chanteuse et j'ai pas mal re-signé cette chanson. Et j'ai bien réécouté et analysé les paroles et je trouve qu'aujourd'hui ça fait tellement sens. But it doesn't matter, 'cause I'm packing plastic, and that's what makes my life so fucking fantastic. And I am a weapon of massive consumption, and it's not my fault, it's how I'm programmed to function. Avec l'explosion des réseaux sociaux et sa surconsommation, les milliers d'influenceurs, et plus de 10 ans avant, notre Lily Allen se moquait déjà de tout ça, ou du moins décrivait parfaitement la situation. Ce n'est que ma théorie, vous en faites ce que vous voulez. Pour promouvoir l'album, un jeu en ligne appelé Escape the Fear est lancé pour faire découvrir Lily Allen à de nouveaux publics. En février 2009, le jeu a déjà été joué plus de 2 millions de fois. L'album a débuté à la première place du classement UK Album Charts. Il a été bien accueilli pour sa maturité et son évolution par rapport à son premier album. En France, il se classera 2e des charts et dans la foulée, Lily entame donc une longue tournée mondiale couvrant l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Australie pour un total d'environ 130 concerts. Sur scène encore, elle réapparaît de nouveau à Glastonbury et fera un passage remarquable, notamment avec son interprétation de The Fear. I don't know what's right and what's anymore. I don't know how I'm meant to feel anymore. When do you think you won't become clear? C'est génial. Regardez le public. On dirait qu'ils sont tous des personnages tirés de la série Skins. Voilà. Là, on est au Royaume-Uni. Là, on y est, mon salaud. Cette année 2009 montre clairement la bascule. Non seulement le succès continue, mais la pression, la célébrité et la vie privée commencent sérieusement à peser. Et cette période va aussi pointer les premiers scandales. En mars 2009, par exemple, Lily Allen a une altercation avec des paparazzis à Londres. Elle aurait frappé et jeté une bouteille d'eau sur l'un d'eux. En 2007, elle avait déjà été interrogée par la police pour une agression présumée contre un photographe devant une boîte de nuit à Soho, à Londres. Ces épisodes alimentent donc les tabloïds et renforcent sa réputation, sans filtre, mais aussi à risque. Les tabloïds, les paparazzis. Notre pauvre Lily Allen n'échappe pas à cette règle, elle non plus. Mais j'explique tout ça aussi dans une autre vidéo que j'ai fait peu de temps avant, sur Lindsay Lohan. Alors va la voir si tu l'as toujours pas vue. Le mec n'arrête jamais sa promo. Sacre bleu. Ou encore qu'en 2010, un article du magazine français SoFoot lui attribue des propos qu'elle n'a pas tenus sur les Beckham ou Sherry Cole. Elle engage des poursuites pour diffamation. Je m'explique. Lily Allen s'en serait pris aux femmes des footballeurs, qu'elle aurait décrit un peu comme des connes, des nunuches. Et Victoria Beckham y était décrite comme un monstre, tandis que Sherry Cole, la femme d'Ashley et également chanteuse, était accusée d'être stupide et superficielle. Problème, la chanteuse anglaise n'aurait jamais tenu ses propos. Elle décide donc de poursuivre le journal en justice et obtiendra finalement gain de cause de la part du magazine français. Dans cette période, Lily Allen entretient une relation avec un certain Sam Cooper, décorateur et intérieur en bâtiment. Et comme si le sort ne s'était suffisamment pas acharné contre la chanteuse, en 2010, Lily est de nouveau tombée enceinte, mais a tragiquement perdu le bébé à 6 mois de grossesse. Un événement qu'elle décrira comme l'un des pires qu'elle a vécu dans sa vie. Toutefois, le couple se marie en 2011 et auront par la suite 2 filles, Ethel et Marnie. Lily Allen a également été mêlée à une sombre affaire. Elle a raconté avoir été victime d'une agression sexuelle dans le milieu de la musique. Cette dernière révèle dans son livre My Thoughts Exactly, publié en 2018, alors qu'elle participait à un déplacement professionnel lié à l'industrie musicale, elle aurait été agressée par un haut responsable de l'industrie avec qui elle avait travaillé. Elle affirme que l'incident s'est passé juste après une fête et qu'elle soit totalement ivre. À son réveil, vers 5h du matin, elle se serait retrouvée dans un lit avec, je cite, cet homme nu qui appuyait son corps contre mon dos, tandis qu'elle, nue également, ressentait une tentative de pénétration et des gifles sur ses fesses, je cite, comme si j'étais une stripteaseuse en club. Elle dit s'être désengagée très rapidement, elle s'est levée, s'est rhabillée et elle a fui la chambre pour retourner dans la sienne. Les faits remonteraient à 2015-2016. Lily Allen indique qu'elle n'avait pas porté plainte à la police. Elle a expliqué que d'une part, elle ne se sentait pas protégée face à un homme plus puissant et d'autre part, qu'elle craignait qu'on la traite d'hystérique ou de femme difficile. Elle aurait même expliqué à son label de l'époque, Warner Music Group, de réagir après qu'elle leur ait raconté l'incident. Et elle affirme qu'aucune action n'a été prise de la part du label. Elle critique jusqu'à aujourd'hui encore l'industrie musicale qu'elle décrit comme, je cite, un monde ultra hiérarchisé qui autorise et parfois même soutient les comportements toxiques d'hommes à l'encontre des femmes. Qu'est-ce qu'on peut dire après tout cela? C'est juste infect, affreux, et malheureusement, de ce que j'ai cru comprendre, il n'y a toujours pas eu de suite dans cette affaire et Lily Allen n'a toujours pas porté plainte. Elle a toutefois contacté un avocat pour témoigner de ce qui lui était arrivé et ainsi pouvoir le retrancher sur papier et documenter l'incident. Cette période, aussi mouvementée qu'elle soit, révèle toute l'ambivalence de Lily Allen. Une artiste brillante, sincère et rebelle, mais aussi une femme ébranlée par la célébrité, les drames personnels. Derrière les tubes et les sourires se dessine une profonde fragilité, celle qui peu à peu la conduira vers de nouveaux horizons.
Après son mariage et la naissance de ses enfants, Lily Allen amorce une pause pour se reconcentrer sur sa vie et sur des projets personnels. Cette période est aussi marquée par la reconnaissance publique que sa maternité modifie non seulement sa vie privée, mais aussi sa carrière. Elle aurait déclaré, je cite, que ses enfants ont détruit ma carrière, non pas par regret, mais comme constat que la célébrité pop et la vie familiale sont difficilement conciliables. Comment dire, un petit peu, beaucoup, très maladroit de dire quelque chose comme ça, je trouve. Enfin, je sais pas, je suis son fils, j'apprends plus tard qu'elle a dit quelque chose comme ça sur moi. Je l'aurais un peu mauvaise quand même, hein. Trop bizarre, trop maladroit de dire quelque chose comme ça, je trouve. Aucun sens. D'un point de vue image, elle revendique une nouvelle maturité. Elle aurait dit, j'écris à la maison pour être auprès de mes enfants, je limite les longs déplacements. Et en mai 2014, elle sort son 3e album, Jesus, le premier après 5 ans de silence discographique. L'album débute au numéro 1 au Royaume-Uni, preuve que sa popularité reste forte malgré la pause. Et pour preuve, elle retourne encore au festival de Glastonbury. La meuf, elle est abonnée au festival carrément. Sometimes it's hard to find the words to say. I'll go ahead and say them anyway. Forget your balls and grow a pair of tits. It's hard, it's hard, it's hard out here for a bitch. It's hard. Le titre Out of Hair, extrait de cet album, fait l'objet d'un clip polémique, critiquant l'industrie pop et le contrôle des images féminines. Sur le plan personnel, elle traverse toujours des hauts et des bas. Elle évoque plus tard qu'elle est passée par des spirales de haine de soi, toujours des petits problèmes de drogue et d'alcool, se sentant toujours mal à l'aise par rapport à son absence de diplôme ou de formation académique. Je vous le rappelle qu'elle a quitté l'école très jeune, à l'âge de 15 ans. En 2018, Lily Allen sort son 4e album, intitulé No Shame. Plus introspectif, dans lequel elle aborde ouvertement la maternité, la célébrité, la remise en question de ses choix. Cette période est marquée par une évolution artistique, mais aussi par une plus grande vulnérabilité exprimée publiquement. L'artiste change, mûrit, mais ne tombe plus dans l'excès. L'album a été acclamé par la critique, salué pour sa sincérité et son écriture mature. Beaucoup l'ont vu comme une sorte de renaissance artistique même. Cette même année, elle s'est séparée de son mari, Sam Cooper, avec qui elle était mariée depuis 2011. Elle admet dans plusieurs interviews avoir été perdue dans la célébrité et avoir cherché à se reconstruire. En parallèle, elle écrit son autobiographie, My Thought Exactly, où elle raconte sans filtre son enfance, sa carrière, ses traumatismes, ses problèmes de drogue et d'alcool, cette terrible agression sexuelle dont elle a été victime. Le livre reçoit d'excellentes critiques pour sa transparence et son courage. Lily reste fidèle à sa réputation de voix provocatrice et engagée. Elle critique la société britannique post-Brexit, la culture sexiste de l'industrie musicale et les inégalités sociales. Elle dénonce également le traitement des femmes dans les médias. Son ton est beaucoup moins ironique qu'à ses débuts, mais toutefois reste très lucide et engagé. À partir de 2023, Lily Allen parle ouvertement de sa sobriété. Elle déclare être propre depuis 4 ans, ce qui indique qu'elle a arrêté la drogue et l'alcool à partir de 2019. Et elle aurait expliqué que cette étape a changé sa vie. 2019, cette même année où elle commence à entretenir une relation avec l'acteur David Harbour, avec qui elle se mariera. Mais malheureusement, cette dernière a confié qu'après la découverte de la liaison de ce dernier avec une autre femme, ils décident tous les deux de se séparer. Et ça date d'il y a même pas 6 mois. Hein. Après ça, elle aurait frôlé la rechute, souffert de troubles alimentaires graves et de pensées sombres. Ah vas-y lui là, il aurait mieux fait de continuer à s'occuper de ces sales gosses de Stranger Things là. Ça me bénère. Et un autre scandale qui a fait énormément parlé. En août 2024, Lily Allen a admis dans un épisode de son podcast Miss Me qu'elle avait adopté un chiot en 2021, pendant la pandémie. Puis apparemment, elle l'aurait retransféré dans un refuge pour animaux. Elle raconte que le chien nommé Marie avait, je cite, mangé tous nos passeports, visa compris, les passeports à elle et à ses 2 filles. Ce qui a, je cite à nouveau, causé un véritable cauchemar logistique. Ok, continue. Elle explique que ce n'était pas seulement l'affaire des passeports, et que Marie souffrait d'une anxiété de séparation sévère. Elle ne pouvait pas rester seule, et malgré l'aide d'un spécialiste et d'un dresseur, le foyer n'était pas adapté pour elle. L'association PETA UK a publié une lettre ouverte critiquant Lily Allen, l'accusant de traiter le chien comme un accessoire qu'on se débarrasse quand ça dérange. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes l'ont accusée d'être irresponsable vis-à-vis d'un animal de compagnie. Elle a toutefois répondu aux critiques en précisant que l'animal avait été relogé immédiatement avec des personnes qu'elle connaissait et non abandonné dans l'indifférence. Elle a aussi insisté sur le fait qu'elle n'a jamais été accusée de maltraitance et qu'elle a travaillé sérieusement pour faire marcher l'adoption. Elle a donc reproché aux médias d'avoir sélectionné des citations pour faire monter la colère. Que penser de ça, en vrai? C'est vraiment une galère, Lily Allen, quand même. Hein. Franchement, parfois, elle a l'air
totalement déconnecté de la réalité. C'est pas futé, c'est maladroit de déclarer tu te sépares d'un animal de compagnie parce qu'il aurait bouffé tes passeports. Plus après le détail qu'elle a raconté. Bref. Et ces dernières années, la chanteuse, qui n'était pas montée sur scène depuis plusieurs années, refait quelques petites apparitions ici et là, notamment à 2 reprises en compagnie de la chanteuse américaine Olivia Rodrigo, notamment à Glastonbury. Il met le couvert, ouais. Est-ce que la chanteuse nous préparerait-elle quelque chose? Eh bien oui, dans le mille. Et là c'est tout baisé. À l'heure où je tourne cette vidéo, à savoir le 22 octobre, Lily Allen a officiellement annoncé le 20 octobre, soit 2 jours avant le tournage de cette vidéo donc, la sortie de son prochain album intitulé West End Girls, après 7 ans d'absence discographique. Cette œuvre profondément autobiographique où elle explore ses blessures, ses relations et sa renaissance artistique. Et cet album sort ni plus ni moins que dans 2 jours, le 24 octobre. Panique dans mon script. Scandale dans mes sandales. J'avoue qu'au niveau timing, ça ne pouvait pas mieux tomber pour ma vidéo. La promo. Et je vous jure, sur la tête du gosse, que je ne l'ai même pas fait exprès. J'ai commencé à écrire le script de cette vidéo des semaines bien avant. Le temps que je monte la vidéo, un peu de temps se sera écoulé d'ici la sortie de son album. Donc voilà ce que je vous propose. On va passer en voix off quelques instants, avec des passages que j'aurai enregistrés dans les semaines qui suivent, pour parler un peu de ce nouvel album. Des titres que j'ai préférés, et surtout des critiques qu'il a reçues. Ensuite on revient à la vidéo, et on reprend là où on en était. Je vous dis à tout de suite, dans le présent. Et c'est parti pour la machine à voyager dans le temps. Il s'agit donc du 5e album studio de Lily Allen. Le disque a été écrit, enregistré en très peu de temps, environ 10 à 7 jours, en décembre 2024, selon les sources. Allen a décrit l'album comme vulnérable, une œuvre qui documente sa vie, je cite, dans une nouvelle ville et les événements qui m'ont conduit là où je suis aujourd'hui. L'album est largement centré sur la rupture de son mariage avec l'acteur David Harbour, annoncé en 2024, et les conséquences, l'infidélité, relations ouvertes, émotions conflictuelles. Allen souligne qu'il s'agit d'une forme d'autofiction. Certains éléments sont vrais et d'autres fictifs. Elle affirme également que ce n'est pas un album de vengeance. Madame Figaro aurait écrit « Dans les titres Tennis et Madeleine, la chanteuse fait ouvertement référence à une femme nommée Madeleine, qui aurait été la maîtresse de l'acteur de Stranger Things. Une liaison que Lily Allen aurait découverte via une photo, sur laquelle son mari faisait une partie de tennis avec une autre. » Madeline. We had an arrangement. Be discreet and don't be blatant. There had to be payment. It had to be with strangers. But you're not a stranger, Madeline. David Harbour, quant à lui, n'aurait toujours pas réagi suite à la sortie de cet album. Selon le magazine NME, la critique note un Dreamy Musical Theater Inspired Number pour le titre d'ouverture West End Girl. Now we're all here, we've moved to New York, we found a nice little rental near a sweet little school. Now I'm looking at houses with 4 or 5 floors. Sur l'agrégateur Metacritic, l'album obtient un très bon score, environ 89 sur 100, basé sur 6 critiques, ce qui est qualifié d'acclamation universelle. The Independent, lui, donne 5 étoiles, estimant que ce format intense, centré sur une histoire, la fait sonner plus nette et plus intelligente. NME encore appelle cet album un retour glacial, vulnérable et victorieux, et donne la note de 4 sur 5. The Guardian, quant à lui, note que c'est un album de divorce comme aucun autre. Globalement, vous l'aurez donc compris, l'accueil est largement positif, saluant la force narrative, la vulnérabilité assumée et la musique qui parvient à ne pas être dépressive, malgré le sujet. Et en ce qui me concerne, franchement, je l'ai bien aimé. Pas toutes les chansons, évidemment. Certaines ne me parlaient pas vraiment. Des prods un peu trop électroniques à mon goût. Et je trouvais ça même parfois un petit peu trop linéaire dans le récit, si je puis dire. Mais j'ai vraiment un petit coup de cœur, notamment pour le titre éponyme de l'album. Ni plus ni moins, que je trouve vraiment doux,
fragile, sincère et la prod est super belle, je trouve. So we went ahead and we bought it. Found ourselves a good mortgage. Then we couldn't go sorted. All the furniture ordered. I could never afford this. You were pushing it forward. Je suis très loin d'être un expert en critique, ce n'est que mon simple avis. Vous en faites ce que vous voulez. Ainsi, la façon dont l'album mêle récit intime, rupture, infidélité, autoréflexion, à un format pop accessible, fait qu'il transcende le simple album de rupture, pour devenir ainsi un exercice de style musical. Donc pour moi, on peut dire que cet album est un chef-d'œuvre potentiel pour certains, ou du moins un maillon très important dans sa discographie. Il y a de l'amertume, de la colère, mais aussi de la clarté, et une forme de libération, je trouve. Le tout servi par une production pop moderne, accrocheuse, qui évite la tristesse pure pour privilégier l'ironie, le rythme et la sincérité. La typique signature de notre chère Lily Allen. Waouh, ce voyage dans le futur m'a vraiment secoué. Mais non, j'ai pas vraiment voyagé dans le temps. C'est la magie du montage. Cinéma. Alors, est-ce que vous l'avez écouté, vous, cet album? Quelles sont vos chansons préférées? Qu'en avez-vous pensé? Validé ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Le parcours de Lily Allen, cette reine oubliée de la pop anglaise, bon bah, plus tout à fait du coup, avec la sortie de cet album que je n'avais pas prévu pendant l'écriture de cette vidéo, c'est tout baisé, se dessine comme un véritable miroir de la pop britannique des 20 dernières années, à la fois flamboyant, chaotique et profondément humain. De ses débuts fulgurants avec All Right Still et l'irrésistible fraîcheur de Smile, à l'explosion médiatique, les excès, les scandales et les immenses peines, les souffrances dont elle a été victime. Chaque étape de sa vie raconte quelque chose de plus grand. La difficulté d'être soi dans un monde où tout se consomme, s'expose et se juge. Et de plus en plus aujourd'hui, rien ne s'arrange, c'est terrible. Lily Allen a connu la gloire précoce, les débordements, les pertes et les renaissances. Elle a aimé passionnément, trébuché souvent, mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, cet artiste n'a jamais cessé d'être vrai, même quand cela dérangeait. Derrière la pop star provocante, il y a toujours eu une plume fine, une femme lucide, une mère courageuse et une artiste profondément sincère. Aujourd'hui, sous le ciel nouveau qu'elle s'est offert, Lily Allen n'est plus seulement la fille impertinente de MySpace ou la voix du désenchantement pop. Elle est devenue le symbole de toute une génération qui assume ses failles autant que ses forces. Et si son histoire nous touche encore en ce qui me concerne, c'est parce qu'elle nous rappelle que la musique, comme la vie, n'est jamais une ligne droite, mais une succession d'éclats, de chutes et de renaissances. Éternelle britannique, éternelle authentique, éternelle Lily Allen. Sabbath is true, how society says her life is already over. Mes petites écharpes en velours, c'est la fin de cette vidéo, comme d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura captivé, qu'elle vous aura diverti. Je vous invite, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et surtout, à vous abonner, ça ne vous coûte absolument rien et moi ça m'aide énormément dans mon travail. Alors mène-toi là, parce que là sérieusement ça commence vraiment à me tendre là. Je vais péter un câble là. C'était le Six, prenez toutes et tous soin de vous et je vous dis si vous la prochaine fois pour les prochains projets. Et croyez-moi, celui qui vient, je pense qu'il va vous faire verser quelques petites larmes. Un petit indice. At first when I see you cry. Au revoir.